Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo sur 10 choses surprenamment illégales au Japon. Et waouh, c'est quoi ce décor pété? Je suis actuellement en quarantaine au Japon et avant c'était 3 jours de confinement, là on est passé à 6 et je peux vous dire que je dérouille beaucoup plus. En fait, l'isolement, je vous avoue en tant que tel, c'est pas grand chose, je veux dire, la chambre est très sympa, c'est très stylé, mais il y a vraiment deux choses qui pour le coup, c'est un peu dur. La première chose c'est de ne pas pouvoir respirer de l'air frais. En fait j'ai une fenêtre, mais elle ne s'ouvre pas. Et j'essaye de pas trop y penser parce que mine de rien ça peut rendre anxieux. Et le deuxième point, c'est la bouffe. Et attention, c'est pas mauvais, mais c'est tout le temps la même chose et surtout, c'est toujours froid. Pas le droit de vous montrer, mais en fait, il y a quelqu'un au bout du couloir et il vérifie constamment si on peut sortir ou pas. Voilà, la Gestapo. Voilà mon repas du midi. C'est du riz, du coup, quelques légumes à droite à gauche. Ça, j'imagine, peut-être c'est un truc un peu sucré, peut-être un espoir, quelque chose. Et forcément, ce fameux poulet dans une sauce imbibée. Voilà, bon, c'est pas mauvais, encore une fois, hein, mais c'est froid. C'est ridicule, mon ventre a gargouillé quand j'ai dit ça. Et en vrai, je veux dire, il y a des plats froids que j'adore, tu vois, c'est pas un problème. Mais en fait, là, c'est des plats qui sont censés être chauds et qui sont servis froids. Donc forcément, ça pose un peu problème. Visuellement, je trouve que c'est un bon 7-8 sur 10, tu vois. Au goût et froid, on tombe sur 4 voire 5 max. Ce qui fait que là, actuellement, je suis à mon 5e jour de quarantaine et je vous avoue, je crois que j'ai perdu, allez, je dirais 3-4 kilos facile. Bref, pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien, c'est parce que ça m'a inspiré l'idée de cette vidéo. Vous voyez cette porte là au fond? Pour moi, l'ouvrir et sortir, mettre un pas dehors, c'est illégal. Et c'est comme ça que je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur les choses surprenamment illégales au Japon. Mais attention, je précise quand même que je vais pas me contenter de dire regardez ça c'est illégal et puis passer au point suivant. Non, j'ai envie de creuser un petit peu, de savoir pourquoi c'est illégal. Et vous allez voir qu'à chaque fois, il y a une explication. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que cette chose-là soit illégale? Première chose à dire, c'est que les VPN au Japon ne sont pas illégaux. Bref, si je puis dire, ce garçon a réussi à se débarrasser de la chronologie des médias avec NordVPN. C'est le fait que certains films, une fois qu'ils sortent en France, eh bien ils mettent un certain temps avant d'arriver en VOD. Et ça fait que le catalogue français sur les plateformes comme Disney+, eh bien il est moins garni que celui aux US ou encore au Japon. Parce qu'au Japon, ils ont beau avoir eu le dernier Spider-Man en retard, eux ils ont déjà Shang-Chi. Et NordVPN maintenant c'est plus qu'un VPN parce qu'on a aussi NordPass et NordBlocker. C'est la naissance du Nord Universe. En ce moment, NordVPN fête ses 10 ans d'anniversaire, voilà, donc félicitations, joyeux anniversaire NordVPN. Et à cette occasion, vous avez un cadeau spécial pour l'abonnement de 2 ans. En gros, vous pouvez avoir un mois gratuit, mais tu peux aussi avoir un an gratuit, là déjà on level up pas mal, et si jamais t'as vraiment de la chance, tu peux avoir jusqu'à 2 ans gratuits. Là quand même tu te fais bien. Et bien sûr c'est toujours satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours. Merci encore une fois à NordVPN de sponsoriser cette chaîne, voilà ça fait plaisir, le lien est dans la description. Tokiwoki. Les Tokiwoki au Japon, eh bien c'est illégal. Alors oui, il y en a en vente à Akihabara ou alors même sur Amazon tout simplement. Je crois même que si tu vas à Yodobashi Camera, tu peux en trouver un très facilement. Mais je vais vous expliquer la subtilité de pourquoi c'est illégal. Vous savez que les Tokiwoki, ce sont des émetteurs-récepteurs qui utilisent les fréquences radio pour pouvoir communiquer entre deux points. Et donc il faut soigneusement choisir ta fréquence radio pour ne pas empiéter sur les fréquences de quelqu'un d'autre. Tu pourrais les déranger et en plus un peu les espionner. En France, à part chez des professionnels, c'est rare de voir des gens en utiliser. Mais c'est pas le cas de tous les pays. Particulièrement les Américains qui aiment bien ramener leur Tokiwoki un peu partout. Et c'est comme ça que commence notre histoire. Un petit groupe d'Américains va venir au Japon, voilà, pour un petit voyage de détente, tout ça, et ils vont emmener avec eux leur Tokiwoki. Je crois que c'était une histoire où c'était des motards, ils utilisent des Toki pour pouvoir communiquer entre eux pendant qu'ils roulent, et d'un coup, la police japonaise débarque et les arrête un par un. Eh non, je ne suis pas François Cluzet, ceci est une descente de police. Bien joué, Joe. Alors les Américains ils sont un peu surpris, ils se disent mais attends mais ils ont rien fait de mal, ils comprennent pas, vraiment ils comprennent pas la situation. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien manque de bol pour eux, ce n'étaient pas les seuls à utiliser cette fréquence radio au Japon. La police japonaise ou encore les contrôleurs aériens japonais se sont retrouvés à entendre les communications des Américains dans leur radio. Et je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est un énorme danger potentiel pour la sécurité nationale. Donc forcément une fois qu'ils ont été arrêtés, on leur a expliqué le problème et c'est comme ça que le Japon a découvert en fait ce problème. Et donc il a fallu fixer des règles autour de cet objet, le Tokiwoki. Et c'est pour ça qu'en fait les Tokiwoki
talkie-walkie au Japon, tu peux en acheter, parce qu'ils sont à des fréquences que la police japonaise et que les contrôleurs aériens japonais n'utilisent pas, mais en fait, si tu ramènes un talkie-walkie au Japon, c'est interdiction de l'utiliser, à moins que vous fassiez les bons réglages en arrivant au Japon. Et c'est comme ça que tu as ce genre de panneau, voilà, qui t'indique, faites attention, réglez bien vos talkie-walkie sur une autre fréquence, parce que vous pouvez potentiellement déranger les autorités japonaises. Et je peux vous dire que vous avez intérêt à le faire, parce que l'amende, si vous faites choper, c'est 1 million de yens, soit environ 8000 €, et potentiellement 1 an de prison ferme. Voilà. D'ailleurs, petite info, on dit talkie-walkie en français, mais en anglais, ils appellent pas ça talkie-walkie, ils appellent ça walkie-talkie. Je me suis fait avoir une fois sur un examen d'anglais, du coup comme ça vous le saurez. Le mariage. Octobre 2015, au Japon, la Cour suprême de justice japonaise reçoit une plainte très particulière pour la première fois. Les médias y sont surexcités. Un couple vient de porter plainte contre l'article 733 du Code civil japonais. Forcément, vous allez me demander, quel est cet article? C'est une loi qui impose aux femmes, et uniquement aux femmes, d'attendre un délai de 6 mois après le divorce pour pouvoir se remarier. Et oui, au Japon, selon cette loi, c'est illégal pour une femme de se remarier par exemple 5 mois après son divorce. Illégal. Alors peut-être que vous connaissiez déjà l'info, mais est-ce que vous savez pourquoi en fait cette loi existe? Pourquoi elle est là comme ça et pourquoi c'est aussi injuste? Eh bien c'est pour éviter les conflits de paternité entre l'ex-mari et le nouveau mari. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a une exception à cette règle. Si la femme est enceinte avant le divorce, dans ces conditions, elle peut se remarier immédiatement après l'accouchement. Vous comprendrez donc pourquoi dans la logique japonaise, eh bien ça cible que les femmes et pas les hommes. Mais revenons-en à notre couple qui porte plainte. Ce qui s'est passé, c'est que la femme a accouché moins de 6 mois après son divorce, et l'administration de la préfecture de Soju a refusé d'enregistrer l'enfant comme étant le fils du père. Ils ont refusé le fait que le vrai père soit le père. Et selon le fameux article 733, l'enfant est considéré comme la progéniture de l'ex-mari. What? Conclusion du procès, ils ont quand même réussi à enregistrer l'enfant comme étant le fils du père, du vrai père. Ils ont demandé aussi des dommages et intérêts à l'État, ça a été refusé, faut pas déconner. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont créé une exception à la règle. Et le Japon, je vous avoue, il aime pas trop les exceptions. Ce qui fait que la loi a été modifiée. Pas été supprimée malheureusement, mais elle a été modifiée au moins, c'est qu'on est passé d'un délai de 6 mois à un délai de 100 jours. Et vous allez voir au Japon qu'une loi qui se modifie suite à une affaire ou quelque chose qui a été médiatisé, eh bien c'est un pattern systématique. Le clonage. Le 2 avril 1996, les scientifiques écossais dans le laboratoire PPL Therapeutics retiennent leur souffle. Ils vont peut-être réussir ce que personne n'a réussi jusqu'alors. Ils créent 277 cellules œufs à partir d'une brebis, il y a 30 embryons qui vont être viables, et finalement il y en aura juste un qui va survivre. Et c'est comme ça que pour la première fois, le 5 juillet 1996, le premier mammifère cloné naît. Il s'agit de la brebis Dolly. Au début, les scientifiques, ils se rendent compte quand même de l'importance de ce qu'ils viennent de créer, et ils vont pas révéler l'information tout de suite, mais elle va finir par être divulguée au monde le 22 février 1997. Pour le monde, forcément, c'est un choc, parce qu'on a réussi à cloner un mammifère, ce qui veut dire que, techniquement, le faire sur un être humain, c'est faisable. Forcément, il y a tout ce côté dystopique qui prennent dans la tête des gens, ils se disent, waouh, mais bientôt, c'est la fin, tu vois, c'est la fin du monde. Et le Japon, ou plutôt le gouvernement japonais, va faire partie des institutions qui vont un peu paniquer. Waouh, il peut y avoir des dérives qui vont arriver, et c'est comme ça qu'en 2001, eh bien ils vont voter le fait que le clonage d'êtres humains est interdit au Japon. Et bien sûr, pour rester compétitif dans le domaine de la recherche, ils autorisent certains laboratoires à faire des essais cliniques. Petite info sur ce point-là aussi, c'est devenu illégal en France, voilà, depuis le 9 juillet dernier. Bref, mais c'est tout. Et d'ailleurs, le prochain point, vous allez voir, il est interdit, mais lui, il est interdit depuis très longtemps. Octogone. Ok Armand, tu proposes un octogone sans règles. On attend la date, l'heure, le jour, octogone. Vous voyez, eh bien ça, c'est pas du tout possible au Japon. Vous n'avez pas le droit de fixer un duel au Japon pour vous mettre sur la gueule. En fait, ça fait partie des vieilles lois adoptées par le Japon en 1889. Mais contre toute attente, en fait, c'est pas une vieille loi qui traîne comme ça et qui ne fait rien. Elle a été appliquée en 2005. Deux groupes d'hommes, un de Yokohama puis un autre de Tokyo, s'est donné rendez-vous pour se foutre sur la gueule un par un. Le combat est organisé pour gagner une moto et il y avait des règles, voilà, fallait pas tirer les cheveux, fallait continuer jusqu'à ce que moins un soit à terre et il y avait pas de mise à mort. J'aime bien ce côté ordonné, tu sais, vraiment on se fout sur la gueule, il y a vraiment, c'est octogone sans règles, mais on ne tue pas. D'ailleurs, soit dit en passant, si jamais vous mourrez au Japon à cause d'un duel comme ça, eh bien les compagnies d'assurance, elles ne vous remboursent pas. Enfin, il y a aucune assurance qui sont prises en compte pour la famille ou quoi, c'est nada. Même dans la mort, les assurances, elles sont là pour tant. Bien sûr, ces gaillards, ils se sont fait choper par la police, et ils pensaient pas avoir de peine particulière, et en fait, ils ont mangé tarif. C'était des condamnations assez sévères pour les participants, avec voilà des peines de prison ferme, mais en plus, il y en avait pour les participants. Au Japon, tu peux aller en tôle pendant plusieurs mois si tu fais juste que assister à une baston.
Et là je vous avoue je comprends pas trop. Alors bien sûr si tu vois deux personnes se battre voilà dans le coin de la rue ça compte pas, mais si tu regardes longuement, si tu assistes en tant que spectateur à la baston, eh bien tu peux avoir jusqu'à 1 an de prison ferme. Alors du coup pourquoi cette loi existe? Eh bien tout simplement pour éviter les duels et les morts inutiles. C'était encore très fréquent jusqu'au 19e siècle et au Japon à cette époque tu pouvais vraiment mourir pour un oui ou pour un non. La prescription au Japon pour les crimes. Alors là, on rentre sur quelque chose de beaucoup plus profond, on va dire. Est-ce que vous connaissez le concept de prescription? J'imagine que oui, il s'agit du délai prévu par la loi, passé lequel la justice ne peut plus être saisie. En gros, si je commets un crime en France, comme par exemple un meurtre, disons, eh bien je vais devoir attendre 20 ans avant qu'il y ait prescription de mon crime. Cependant, si l'affaire est relancée pour une raison X ou Y, eh bien la prescription se remet à 0 à chaque fois. Au Japon, on a à peu près le même concept de prescription, sauf qu'un jour, à cause d'une affaire, eh bien ça va être le drame. Ça concerne le dernier assassinat à ce jour d'une enseignante au Japon. Le 14 août 1978, un homme va être pris d'une rage intense et va finir par tuer une enseignante au sein même de l'établissement scolaire. Il va décider d'emporter le corps et de l'enterrer chez lui. Ce qui va se passer, c'est que malheureusement la police ne va pas réussir à faire avancer l'enquête, manque de preuves. Et du coup malheureusement le criminel va s'en sortir. Coup de théâtre, le 21 août 2004, alors que tout le monde a oublié cette affaire, eh bien il y a un homme qui vient se dénoncer à la police et qui déclare que c'est lui, le meurtrier. Pourquoi il vient se dénoncer aussi longtemps après, 26 ans après? Parce que de toute manière, il allait être découvert en raison de restructuration d'habitation dans son quartier. On lui a demandé de quitter sa maison pour qu'on reconstruise sur son terrain autre chose, et il savait que durant les travaux, les ouvriers allaient forcément tomber sur le squelette humain de la professeure tuée. Donc voilà, il s'est dénoncé, on sait que c'est le tueur, il y a des preuves contre lui, vraiment il y a tout ce qu'il faut. La famille de la victime est très content qu'on ait retrouvé le tueur et qu'elle ait enfin une réponse à toutes ces interrogations depuis tant d'années, mais le problème, c'est qu'à cause de la justice japonaise, eh bien il y a prescription. Techniquement, la prescription pour un meurtre, c'est 15 ans, donc la justice ne peut pas punir le tueur pour son crime. Et là, pour la famille de la victime, c'est un traumatisme. Ils ont cherché pendant des années et des années, voilà, le corps et le meurtrier en fait, et maintenant qu'ils savent qui c'est, qu'ils savent que c'est lui, il va s'en tirer? Non, c'est juste pas acceptable pour eux. Ils vont quand même réussir à le poursuivre pour dissimulation du corps, mais pas pour l'assassinat. Ce qui fait qu'il va avoir une grosse amende à payer, une très grosse amende à environ 350 000 €, donc on est sur quelque chose de très fat, mais la justice ne peut pas le mettre en prison, ne va pas passer une seule seconde en prison. Et ça, pour la famille, vous vous doutez bien que c'est un problème. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se battre, pas pour eux, mais pour les autres. Pendant des années et des années, ils vont lutter pour que la prescription des crimes pour les homicides eh bien, soit modifiée, pour qu'il n'y ait plus de scénarios absurdes comme le leur. Et au bout de 6 ans, soit quand même 32 ans après le meurtre, le 6 avril 2010, la constitution japonaise est modifiée. Le Japon a estimé qu'en cas de l'apport de nouveaux éléments à une enquête où il y a eu un homicide, la prescription est abolie. Alléluia, bravo à la famille. Chose surprenamment légale. Avant de passer au point suivant, j'aimerais un peu détendre l'atmosphère en parlant de ce qui est surprenamment légal en fait au Japon. Comme par exemple, avoir une fucking télé dans sa voiture. Et attention, c'est pas comme dans une Tesla où c'est restreint une fois que tu roules et tu peux plus l'utiliser comme tu veux pour afficher Netflix. Là, au Japon, tu peux complètement mater la télé en étant à 130 km sur l'autoroute. C'est totalement possible. Quasiment toutes les voitures en sont équipées et ça ne semble pas poser de problème. Autre point assez intéressant, c'est que jusqu'à il y a pas très longtemps, eh bien, les écoles au Japon étaient libres d'imposer le règlement qu'ils voulaient à leurs étudiants. Et vous imaginez que forcément, à l'époque, il y avait quand même quelques bavures. C'était légal pour des enseignants de vérifier la couleur des sous-vêtements des étudiants. Aujourd'hui, ça n'existe plus, et même si c'est encore inscrit dans le règlement d'une école au fin fond de la campagne japonaise, eh bien, ce n'est plus appliqué. Encore un autre point qui est assez surprenant, je trouve, au Japon, c'est que c'est totalement ok de boire de l'alcool en place publique. En France, vous savez, c'est interdit, même si bien sûr, tu peux un peu cacher ta bouteille, ou voilà, t'as quelques astuces, mais au Japon, c'est totalement légal en fait, et heureusement j'ai envie de dire, parce que si jamais ça devenait illégal, mais alors ce serait l'anarchie dans le pays. Typiquement pour le hanami, voilà, où on pouvait encore se poser à l'époque pour voir les cerisiers, mais ça se pourrait la gueule, mais d'une force. Le pique-nique là, à partir de midi, les Japonais, mais c'était l'alcool qui coule à flot, et tout le monde buvait, tout le monde sur la place au parc de Ueno était totalement bourré, et du coup t'as le droit de te bourrer la gueule comme ça, par contre tu n'as pas le droit d'être bourré sur un vélo, et ça nous amène au point suivant. Le vélo.
Alors sur cette vidéo, on voit une personne âgée en train de jouer à Pokémon Go sur des dizaines et des dizaines de smartphones accrochés à son vélo. Et cette vidéo, ça ne se passe pas au Japon, mais au Vietnam, parce qu'au Japon ce serait complètement impossible, illégal, tout ce que tu veux. Pour te dire, à un moment au Japon, on a été à deux doigts d'interdire les gens de marcher dans la rue avec leur smartphone devant, parce qu'il y avait trop d'accidents, les gens ils faisaient n'importe quoi, tout ça. Aujourd'hui c'est déconseillé, mais il n'y a pas non plus de loi dessus. Alors t'imagines bien que se balader à vélo avec 250 smartphones devant toi, non, ça ne passe pas. Après c'est vrai que le Japon ça reste vraiment un pays à vélo, il y a des vélos partout. Et ce qui fait aussi que c'est un petit peu l'anarchie quand même, hein, les vélos. Ça monte sur les trottoirs, ça se gare n'importe où, ça pédale bourré ou avec un parapluie à la main, et tout ce que je viens de vous citer, c'est techniquement illégal. Et autant pour toutes les règles que je vous ai citées avant, les Japonais ils respectent un peu, mais alors là, pour le vélo, les Japonais ils en ont rien à faire. Vraiment, ils font n'importe quoi, ils se garent où ils veulent, ils font n'importe quoi. En fait, à partir du moment où il y a trop de personnes qui ne respectent pas une règle, et bien du coup c'est ok de transgresser la règle. Par contre, si tu es le seul à l'enfreindre, là ça va parler. Outils de bricolage. Vous savez, il y a un bon côté du Japon qu'il faut vraiment pas négliger, c'est la sécurité. Je veux dire par là, tu peux te balader tard dans la nuit tout seul ou alors perdre ton portefeuille dans la rue, globalement tout va bien se passer. Ça veut pas dire que c'est parfait, mais vous m'avez compris. Et ce que je voulais vous raconter, c'est que quand j'étais petit et que j'allais du coup chez mes grands-parents au Japon, je vous raconte quelque chose qui se passe avant les années 2000, eh bien mes grands-parents me mettaient souvent en garde comme quoi le Japon est moins sûr qu'avant et donc du coup faut faire plus attention, fais attention à toi, tout ça. À cette époque-là, on me disait qu'il y avait plus d'insécurité et d'incidents aussi mineurs soient-ils. J'avais gardé ça dans un coin de ma tête, mais ça veut dire qu'en fait, avant les années 2000, le Japon était encore plus safe qu'il ne l'est aujourd'hui. Et la réponse, c'est oui. Année 2000 au Japon, pour la première fois, les foyers japonais commencent à découvrir un petit sentiment d'insécurité. Avant, on avait l'habitude de partir de sa maison ou de son appartement sans même fermer la porte, c'était quelque chose de courant. Mais là, même fermer la porte à double tour ne semble plus être suffisant pour se protéger. Le nombre de cambriolages dans les foyers japonais à cette époque a explosé. En 1996, on recense dans tout Tokyo 120 cambriolages par crochetage de serrure, contre plus de 10 000 en l'an 2000. Multiplication par 100, ça fait mal un petit peu. Le pire ratio c'est dans la préfecture de Saitama où on est passé de 9 crochetages à 1500. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que des cambriolages où les voleurs rentraient par une fenêtre ou une porte non fermée, ça existait. Mais le phénomène de crochetage, eh bien c'est nouveau. Le crochetage, si vous savez pas, c'est le fait de crocheter en fait une serrure, tout simplement, tu appuies sur les pignons pour tout débloquer. À qui la faute? Pourquoi cette augmentation aussi brusque? Eh bien on va prendre comme d'habitude le même groupe de personnes auxquelles les Japonais aiment bien rejeter la faute, les Chinois. Manque de bol pour cette fois, les Japonais ont raison et ce sont les Chinois qui sont responsables de 90% des crochetages de serrures en l'an 2000. Bon, on a fait un constat, maintenant il faut que le Japon réagisse. On améliore la qualité des serrures, qui était franchement naze à l'époque on va le dire, mais on va pas changer les serrures de toutes les portes du Japon comme ça. On peut pas non plus arrêter tous les Chinois du Japon, voilà, même si ça plairait beaucoup à certains. En revanche, peut-être que vous me voyez venir, mais on peut interdire la possession d'un certain objet, l'outil de crochetage des serrures. Comme ça, si un policier contrôle quelqu'un et qu'il a un outil de crochetage, qu'il ait crocheté oui ou non, il se fait arrêter. Et c'est assez connu comme info parce que c'est carrément sur la page Wikipédia en anglais de l'outil de crochetage. La détention d'un objet de crochetage peut mener à 1 an de prison ferme et une amende de 4000 €. Relou quand même un petit peu, hein? Vous allez me demander, mais les serruriers du coup ils font comment? Et vous inquiétez pas, les serruriers ils ont carrément une licence qui leur permet d'avoir cet outil de crochetage avec eux. Aux States, tout le monde peut avoir un gun et se balader tranquillement. Au Japon, il faut une licence pour pouvoir se balader avec un outil de crochetage. Keihanzaiho. Ça vous a jamais énervé quand quelqu'un vous grillait la priorité dans une file? Quelqu'un qui passe devant tout le monde sans n'avoir rien à faire des personnes qui attendaient avant lui? Eh bien au Japon, vous allez chercher un policier pour lui demander de verbaliser cette personne. Le bonheur. En japonais on appelle ça le Keihanzaiho et en fait ça regroupe plein de délits mineurs. Je vous rassure, les peines ne sont pas monstrueuses du tout, ça tourne autour de 1000 à 10 000 yens, donc c'est entre 8 et 80 € on va dire. Ce qui est surprenant par contre c'est que tu peux quand même avoir des délais de prison entre 1 et 30 jours. Après je vous rappelle quand même que c'est la prison japonaise, hein, donc du coup même 30 jours de prison japonaise je pense que c'est... ça te marque. Pour vous rassurer quand même, je tiens à vous dire qu'il y a quand même une limite d'application à cette loi pour pas que ça devienne complètement n'importe quoi et qu'on verbalise tout le monde. C'est juste qu'au moins c'est écrit dans la loi et donc si jamais il y a débordement, on peut verbaliser les personnes. Il y a 33 actes dans le Keihanzaiho, mais je vais pas tous vous les citer parce que ce sera un petit peu long, mais voici, on va dire, les plus sympas. La numéro 4, ne pas travailler alors qu'on a les capacités pour. Vraiment, le Japon, c'est la team chômage, dehors! Numéro 12, lâcher des chiens ou autres animaux qui peuvent nuire aux autres. Numéro 20, exposer ses cuisses un peu trop facilement. Je précise que c'est écrit cette loi, mais en vérité, elle n'est jamais appliquée, ou alors quasiment jamais. Numéro 23, faire du voyeurisme dans un onsen, c'est interdit. Gare à toi, Jiraya. Et numéro 27, abandonner ses ordures ou cracher dans la rue. Je tiens à dire qu'originellement il y en avait 34 et en fait parmi les actes il y avait en fait la maltraitance animale, mais ils ont décidé de la retirer pour la mettre dans un truc pas délit mineur et un gros délit pour que les peines soient plus fortes. Et je trouve ça cool.
la critique. Il faut que je vous parle du code pénal numéro 233. C'est une loi qui interdit d'empêcher quelqu'un de faire son business ou de lui nuire. En gros, imaginons que je vende des poires. Tu achètes une de mes poires, tu croques, tu dis « Ouah, elle est dégueulasse », t'as le droit. Tu vas sur Google, tu dis que les poires sont dégueu, t'as le droit. En revanche, imaginons que tu fais une vidéo pour dire « Ouais, achetez pas les poires de cette personne-là, de cette marque-là, parce qu'elles sont dégueulasses », là, c'est pas possible. Tout le business au Japon est régi comme ça et c'est pour ça que les codes diffèrent pas mal. Donc autre exemple, les youtubeurs critiques au Japon, c'est pas possible. Tu peux avoir jusqu'à 4000 € d'amende et 3 ans de prison ferme. Alors bien sûr c'est toujours le maximum que je vous cite, mais quand même tu peux te rendre compte que ça peut aller loin. Après c'est vrai qu'en France t'as la loi qui t'interdit de diffamer bien sûr, donc t'as pas le droit de dire à quelqu'un comme quoi, je sais pas, une entreprise fait mal son travail, mais quand même j'ai l'impression que c'est pas appliqué aussi souvent. Fuzoku Egyo Torishimari-ho. Vous êtes en boîte au Japon, il est déjà minuit passé, et vous remarquez quelque chose d'assez étrange. Certaines zones de la salle sont assez lumineuses. Et bien derrière cette étrange pratique, il y a une loi. Effectivement, passé minuit, il est illégal au Japon en fait d'avoir des bars ou des boîtes de nuit qui sont à moins de 10 lux. Le lux c'est une unité de mesure qui permet de mesurer l'intensité de la lumière. Forcément, la même question comme d'habitude. Pourquoi? Et bien derrière tout ça, il y a une affaire politique assez impressionnante. La plupart des articles que j'ai trouvés résument ça à « Oh, au Japon, on n'a pas le droit de danser après minuit », mais j'ai trouvé un article qui va un peu plus loin et qui explique vraiment d'où ça vient. En 1946, le Japon se remet de la guerre et il y a un business qui se développe un peu trop, la prostitution. Et c'est pour lutter contre ça que le gouvernement va voter la loi Fuzoku Egyo Torishimari-ho qui a pour but de restreindre les activités nocturnes. Et voici le contenu de cette loi. La danse est interdite dans les boîtes de nuit avec des pistes de danse inférieures à 66 mètres carrés ou les boîtes de nuit qui fonctionnent après 1 h du matin. Et là je me suis dit, what the heck? Tu restreins carrément la danse pour lutter contre la prostitution? Mais quoi? Certes, si tu empêches les gens de s'amuser, il y aura forcément moins de prostitution. Mais pourquoi ne pas rendre la prostitution illégale directement? Eh bien, écoutez, si vous vous posez cette question, c'est une très bonne question, parce que je sais pas. La prostitution, elle deviendra en 1956 illégale, mais comme vous le savez j'imagine, ça ne l'empêchera pas d'exister. Et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, la prostitution, elle existe très bien au Japon. Donc à partir de 1946, toutes les boîtes de nuit vont devoir fermer après minuit. Et en fait non. Les gérants des boîtes, ils vont s'en battre royalement les mochis de cette règle. Cette loi est totalement ignorée et comme tous les établissements ont tendance à l'ignorer, vous avez compris, bah il se passe pas grand chose et personne n'est vraiment puni. Mais ça, c'est jusqu'à ce qu'il y ait un incident en 2010. En 2010, plusieurs bagarres vont avoir lieu avec des célébrités impliquées dedans, jusqu'au drame fatal. À Osaka, un étudiant de 22 ans se retrouve battu à mort dans une boîte. L'opinion publique est choquée et on attend une réaction forte de la part de la police. Les forces de l'ordre vont alors lancer ce qu'on appelle la guerre du Japon contre la danse. La police va organiser des raids pour empêcher les personnes de danser dans les boîtes de nuit. Et tout ça, bien sûr, ça se base sur la loi de 1946. Grâce à la Fuzoku Egyo Torishimari-ho, eh bien, ils vont mettre en garde à vue des gérants, des DJ et des clients. En gros, comme pour l'histoire des duels, ils ont ravivé une ancienne loi et c'est ce qui permet à la police de passer à l'action. Alors, en réaction à ça, les boîtes commencent à afficher des panneaux comme ceci. Interdiction de danser, mais c'est juste ridicule. À terme, le business des boîtes de nuit va mourir à petit feu. Il faut que le monde de la nuit japonais réagisse. En 2013, une pétition signée par plus de 150 000 personnes va réussir à faire bouger les choses pour moderniser cette loi qui, on va se l'avouer, est très arriérée. Et en 2016, donc faut attendre quand même pas mal, le gouvernement va accepter de réformer cette loi. Elle va accepter qu'on puisse danser dans les boîtes de nuit, youhou, mais à une condition. Et vous l'avez deviné, c'est celle d'éclairer un minimum la salle après minuit. Ce serait pour voir un peu plus ce qu'il se passe à l'intérieur. Ok. Quoi qu'il en soit, voilà pourquoi dans les boîtes de nuit au Japon, passé minuit, les lumières s'allument un peu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et au fait, merci beaucoup pour le million. Ça me fait très plaisir, écoutez, et pour tout vous dire, je vais être honnête, j'ai pas encore l'habitude de me dire que j'ai le million d'abonnés. Vous savez, sur YouTube Studio, en fait, c'est le nombre d'abonnés, il est affiché en premier. Ça me fait bizarre, j'ai pas l'habitude de voir ces chiffres. Et aussi, merci beaucoup pour l'accueil des 2 dernières vidéos sur le clan Yakuza et les 4 choses que les Japonais envient chez les étrangers. Il y a certaines personnes qui ont remarqué que j'ai écrit un peu différemment. Je suis trop content que certaines personnes l'aient remarqué, vraiment, j'ai mis beaucoup plus de travail on va dire là-dedans. Après là on est vraiment sur une vidéo plus chill et j'espère que vous l'avez apprécié tout autant. Tout ça pour vous dire que voilà, la vidéo du million, c'est celle sur la maison, et ça arrive, vous inquiétez pas, ça va arriver. Et en attendant, si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner et lâcher un pouce bleu. Moi je te dis à la prochaine, tchuss.